Sa création en 2007 avait été accueillie comme un acte révolutionnaire de la politique sanitaire du président Omar Bongo Ondimba. Et avec les réformes, la CNAMGS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, deviendra très vite un outil essentiel de la prévoyance sociale au Gabon. Seulement au fil des ans, l'outil qui avait suscité tant d'espoir accuse désormais des difficultés, contraignant ainsi à la mise en pause de nombreux programmes. Car entre tensions de trésorerie, créances à peine recouvrées, surfacturation, suspension des prestations, évacuation sanitaire fantaisiste qui obère le budget déjà incertain de la structure, la coupe est manifestement pleine pour les nouveaux responsables qui s'efforcent désormais de sauver une caisse pas en si bonne situation. CNAMGS, le défi de la restructuration, c'est un grand reportage de Gabon 24, réalisé avec Davila Oubola, Alain Bakita, Dave Zé, Fred Ndongo, Hicham Goulou, Chimène Douna Senghon et Lindsay Mouba. CHUL, Centre hospitalier universitaire de Libreville. Anciennement appelé Hôpital Général, il est le plus grand établissement hospitalier du Gabon. Et c'est ici, au service des urgences qu'est admise depuis 24 heures, la mère de Blandine. Son diagnostic a révélé un accident vasculaire cérébral. Je vous ai appelé, c'est par rapport à votre maman. Donc, c'est une dame qui est rentrée au service hier. Et le scanner a mis en évidence une atteinte vasculaire du cerveau, qu'on appelle un AVC hémorragique. Donc, il y a une ordonnance qui a été faite sur ce banc-là. Donc, il y a une pharmacie ici, au hall. Donc, on a facilité la tâche aux parents des patients pour prendre directement des produits dans l'hôpital. Et pour ça, il faudrait avoir la fiche CNAMGS que l'on remplit avec les médicaments et la fiche d'hospitalisation du patient. Oui, j'ai compris. Ma petite soeur m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, ta maman est tombée à la douche. Ils l'ont amenée direct à l'hôpital. Je lui ai posé la question, quel hôpital? Elle m'a dit, non, on est à l'hôpital général, aux urgences. Mais avant même de raccrocher, je lui ai demandé, est-ce qu'elle parle? Elle m'a dit, non, la bouche est fermée, les yeux sont fermés. Mais moi-même, maintenant, quand je suis arrivée, j'ai trouvé qu'elle a ouvert les yeux et elle parlait. Mais tu n'entendais pas ce qu'elle dit, elle parle seulement, les lèvres bougent. Nous ne sommes pas autorisés à la filmer. Heureusement, la mère de Blandine est hors de danger. L'AVC est même l'atteinte, l'accident vasculaire cérébral. Quand on parle de cérébral, c'est le cerveau. Et on sait que le cerveau, c'est un organe très sensible. Donc, c'est ici en fonction aussi du type de l'AVC. Il y a un AVCI et un AVC hémorragique. Le ça veut dire qu'il y a une rupture et il y a du sang qui prend de l'espace dans le cerveau et entraîner un dysfonctionnement progressif ou rapide de tout ce qui est fonction du corps. Exemple pour la dame, c'est un AVC, oui, qui a été objectivé, un AVC hémorragique, mais c'est un AVC qui n'a pas entraîné des séquelles. Comme la parente l'a si bien dit, au début, elle ne parlait pas, elle ne mangeait pas, et au fur et à mesure, elle a retrouvé la parole, elle est consciente, et les mouvements aussi ont été retrouvés. Donc, il n'y a pas eu trop d'impact sur l'état fonctionnel cérébral de la patiente. C'est rare de trouver, mais on compte déjà un peu plus ce genre de type d'AVC hémorragique. Accident vasculaire cérébral. La maladie qui jadis ne ciblait que les personnes d'un âge avancé. C'est tellement généralisé qu'elle n'épargne désormais plus aucune tranche de la population, avec un afflux des patients qui inquiète de plus en plus. Pour un seul jour, on peut se retrouver avec 4 ou 5 AVC. Mais vraiment, c'est une atteinte qui prend de l'ampleur. Voire même, elle sera comparable, si je ne m'abuse pas trop, à du paludisme. De nos jours, on rencontre déjà beaucoup de patients d'un âge assez jeune, 20 ans en montant. Et même on a retrouvé dans le service quelques cas de 17 ans. Avant, on retrouvait ça beaucoup chez les personnes âgées parce qu'avec l'âge, il y a des comorbidités qui sont là. L'hypertension, il y a le diabète qui est là, il y a aussi les causes des cardiopathies. Mais on se rend compte qu'on a déjà des personnes très jeunes et donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le stress? Heureusement, pour la plupart des patients, l'assurance CNAMGS aide à amortir considérablement les coûts liés au traitement.
C'est le cas de la mère de Blandine. La CNAM-GS, c'est vraiment un apport important. Parce que quand on a un déficit de l'hémicorps, il faudrait faire le scanner. Avec la CNAM-GS, il y a déjà d'abord une prise en charge à 80% d'emblée pour tous les examens, toutes les ordonnances. Mais concernant le scanner, il y a encore ce qu'on appelle une prise en charge. On fait le bon d'examen. TDM cérébral et il va au bureau des entrées avec, au sortir de là, le prix du menu. Et on se retrouve à faire un scanner à 12 000, voire moins, en fonction des secteurs. Et c'est ce qui est vraiment très important pour la prise en charge rapide des patients. La CNAM-GS, ce sont 1 400 000 assurés pour une moyenne de 12 000 consultations par jour. Ici, au siège technique, les usagers affluent toutes les 5 minutes, soit pour des renseignements ou enregistrements, soit pour un accord de prise en charge. Agent opérateur d'une société à Port-Gentil, Dolph est tombé malade sur site et a été immédiatement évacué à Libreville, la capitale gabonaise. En octobre 2024, il subit une opération pour occlusion intestinale, encore appelée tumeur du cancer, donc une affection longue durée. Pour son cas, la prise en charge est de 90% du fait de son statut d'employé, alors qu'elle est de 100% pour les Gabonais économiquement faibles. J'ai suivi 12 cures de chimiothérapie. Après les 12 cures de chimiothérapie, à chaque fois qu'on me remet une ordonnance, je dois prendre une prise en charge pour l'achat de médicaments à la hauteur de 90%. Comme là, tout présentement, j'allais prendre une prise en charge pour des poches de colostomie. Normalement, s'il n'y a pas de prise en charge, je paie le médicament comme il se doit. Par exemple, là, le médicament, il est un seul produit, il est à 63 000 francs. Avec l'assurance, je paye 10% de 63 000. Ça m'arrange de beaucoup. Il y a deux types de prise en charge. Il y a des examens pour accord préalable et des ordonnances. Il y a certains médicaments qui nécessitent un accord préalable, comme pour les examens. Et donc, nous ici, on est en charge pour les prises en charge des examens, que nous appelons accord préalable. Donc, quand le patient arrive, depuis l'accueil, on regarde déjà le bon pour voir si c'est une ordonnance ou un bon d'examen. Donc, dans les deux cas, on l'oriente, c'est-à-dire on a deux guichets, le guichet 1 ici et le guichet numéro 2, c'est pour les prises en charge des examens. Le guichet 3, c'est pour les prises en charge des ordonnances. Le patient arrive, on vérifie son bon d'examen, s'il est dans les normes, c'est-à-dire s'il y a le cachet du médecin, la signature, le renseignement clinique. En fait, le bon doit être dans les normes. Et ensuite, on regarde la carte du patient. Si le fond qui est sur la carte correspond au bon d'examen. Dans ce cas, on enregistre les données en machine et puis il y a un médecin à côté. Le médecin met l'accord et le patient s'en va. L'un des piliers des prestations sanitaires de la CNAM-GS, ce sont les structures conventionnées auxquelles elle est liée par des partenariats. À elle seule, cette pharmacie sert des médicaments jusqu'à 2500 assurés par jour de grande affluence. Ça veut dire en moyenne qu'on a 2000 clients jour rien que la CNAM-GS, 2000 à 2500 clients. Donc on a dédié 20 postes de travail rien que pour la CNAM-GS. Et on met à la disposition de la CNAM-GS une soixantaine de personnels de vendeurs en pharmacie. Rien que pour la CNAM-GS, évidemment, qui travaille en turnover non-stop, entre 8h et 20h. Autre structure conventionnée, le CHUL. Ici, le rythme de consommation des produits pharmaceutiques par les assurés CNAM-GS est lui aussi exponentiel. Ici, au niveau de l'hôpital, les produits les plus consommés, on aura déjà les solutés, que ce soit les salés, les glucosés, le ringer, le géloplasma, etc. Après, on a tout ce qui est antalgique, paracétamol, tout ce qui est attrait à la douleur. Dans le cas toujours du médicament, certains antibiotiques à usage hospitalier, et surtout comme certains qui sont utilisés en prophylaxie au niveau des blocs opératoires, comme la moxicilline, l'acide clavulanique, parfois les céfuroxime spécifiquement. Et après, pour ce qui est des consommables, on aura tous ceux qui sont utilisés pour la mise en place du soluté. Vous avez du perfuseur, les seringues, les cathlons. Ça aussi, c'est très consommé au niveau de l'hôpital. Contrairement aux pharmacies privées de ville, ici, les médicaments sont moins chers du fait du circuit d'approvisionnement qui n'est pas le même. La pharmacie de l'hôpital n'a pas pour vocation de faire des bénéfices. Ce n'est pas l'objectif.
la pharmacie de l'hôpital a l'obligation de se ravitailler principalement au niveau de l'OPN, l'Office pharmaceutique national, qui est la centrale d'achat publique, qui, elle, a l'obligation de vendre à moindre coût. Donc, par répercussion, les médicaments trouvés au niveau des structures hospitalières ont l'obligation d'être moins coûteux que ceux qu'on trouvera en ville. Mais que ce soit dans les pharmacies hospitalières ou celles dites privées, le rythme accru de consommation des produits par les assurés nécessite de la part de la CNAMGS un règlement à échéance de ces factures. On constate déjà la consommation au niveau du site de la pharmacie. Elle est déjà importante. Vu aussi la taille de la structure, c'est quand même la plus grande structure du Gabon. Maintenant, nous, on espère que derrière, nos factures pourront être réglées pour qu'on puisse renouveler nos stocks. Parce que c'est vrai que le stock, on n'avait pas un stock énorme. Jusque-là, bon, on tournait avec notre petit stock. Mais avec les assurés CNAMGS, la consommation est déjà multipliée par 2, si ce n'est par 3. Et on espère que les factures aussi, au niveau du paiement, vont respecter les délais. Respecter les délais, ce n'est pas toujours le cas, puisque les pharmacies donnent parfois de la voix en suspendant leurs prestations à cause des arriérés et autres retards de paiement. Nous avons contacté à propos le président du syndicat des pharmaciens, qui lui n'a pas souhaité s'exprimer. L'argent n'aimant pas le bruit, ce responsable de pharmacie, lui préfère plutôt relativiser. Comme tout partenariat, comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, on peut avoir des bons comme des mauvais moments. L'essentiel, c'est de trouver une solution d'entente. L'effort est fait du côté de la CNAMGS. Beaucoup d'efforts également sont faits du côté des pharmacies. L'équilibre est trouvé, mais maintenant, l'essentiel, c'est qu'on trouve cette solution d'entente entre nous. Alors pourquoi la CNAMGS a-t-elle du mal à payer ses prestataires à date? La CNAMGS ne peut payer que si les sommes recouvrées sont effectives. Donc, ce sont des difficultés systémiques liées au système de recouvrement. Ces conventions reposent sur un principe simple. C'est un contrat synallagmatique où la CNAMGS a des obligations et des droits, tout comme ces structures conventionnées en ont également. Dans la convention, c'est maximum 2 mois. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons mis un point d'honneur à sanctuariser la dette. C'est-à-dire que les recettes issues des recouvrements sont d'abord prioritairement destinées au règlement des dépenses techniques, c'est-à-dire pharmacie, hôpitaux, Evasan et accessoirement aux dépenses de fonctionnement. Nous avons pu donc, durant les 7 derniers mois, consacrer pratiquement plus de 80% des recouvrements au règlement de la dette. Malheureusement, ce sont des dettes qui, pour certaines, datent de 2022, 2023 et 2024. L'autre volet de la prise en charge, ce sont aussi les évacuations sanitaires à l'étranger. L'un des casse-têtes de la CNAMGS, avec leurs dépenses astronomiques. Pourquoi continue-t-on alors à évacuer? Ces malades ne peuvent-ils pas être traités sur place au Gabon? Pourquoi on évacue? Parce que, le plateau technique ne suit pas, mais souvent aussi, il manque de personnes qualifiées. On va dire, nous avons 5 grandes pathologies. La première, c'est l'oncologie, la cancérologie, avec l'indisponibilité temporaire de l'Institut de cancérologie d'Akanda. Donc, c'est la première cause. Ensuite, nous avons l'ophtalmologie. En nombre, c'est plus important que l'oncologie, mais en coût, l'oncologie est un peu plus chère. Nous avons la cardiologie, la neurochirurgie et l'orthopédie. Alors, quand on évacue, a priori, c'est que la personne est curable. On va prendre le cas des cancers. Un cancer métastatique, la commission ne peut pas valider une évacuation sanitaire, puisque s'il est métastatique, c'est la chimiothérapie, on peut la traiter ici. Mais au fil des années, ces évacuations, pour la plupart fantaisistes, ont fini par créer un réseau de mafia bien huilé, entre des médecins trop complaisants, certains responsables véreux de la CNAMGS, agissant de connivence avec des cliniques de fortune à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a donné l'accord favorable, on a eu le devis des prestataires. Dans le devis, il est stipulé le montant, la durée de séjour. Donc un patient qui part pour 15 jours, c'est un montant, par exemple, je veux dire 10 000 euros. Malheureusement, nous avons beaucoup de prestataires véreux.
qui ont plus intérêt à ce que le patient mette du temps pour pouvoir ensuite gonfler. Et c'est ce qui se passe. On va prendre un monsieur, il est arrivé en France le 17 février 2024. Devis initial, c'était pour 15 jours, 30 000 euros. Ça fait combien de francs CFA ? 20 millions de francs CFA. À l'heure où l'on parle aujourd'hui, nous sommes à 281 000 euros, près de 200 millions de francs CFA. Tous les dossiers qui sont là, c'est la même chose. Et ces missions d'audit ont permis de mettre la lumière sur un certain nombre de dysfonctionnements en termes d'identification des assurés. Certains ne nécessitaient plus de prise en charge parce qu'ils étaient là-bas depuis plus d'1 an, 2 ans même pour certains. Nous avons envisagé leur rapatriement. Nous avons également pu nous assurer que dans certains pays, je prendrai le cas de la France, du Maroc par exemple, même de la Turquie, où les structures conventionnées ne remplissaient pas les critères élémentaires de signature de la convention. Une fois ces dysfonctionnements découverts, qu'est-ce que vous en avez fait? Nous les avons tout simplement résiliés. Certains avaient été conclus pratiquement depuis l'existence de la CNAM-GS. Ces conditions, c'était quoi exactement? Lorsque nous conventionnons avec une structure publique ou privée, il faut au moins que la structure remplisse les conditions d'hygiène. Il faut au moins que les traitements livrés à nos assurés correspondent à un minimum de règles déontologiques. France, Turquie, Maroc, autant de destinations qui posent le plus de problèmes, avec des cliniques parfois pas aux normes et une qualité de soins qui laisse à désirer. La mission de France, on a découvert des choses incroyables. La mission de Turquie, pareil. Au Maroc, pareil. Donc, on va continuer à faire ces missions. En Turquie, par exemple, nous avions eu 9 assurés. 6 enfants avec leurs parents et 3 adultes. 3 mois durant, sans soins. Et on les a switchés, c'est un autre prestataire. 2 semaines après, tous les 9 assurés avaient fini leurs soins et sont rentrés à Libreville. À cela s'ajoute la duplicité de certains assurés qui, une fois en France, ne veulent plus rentrer au Gabon. Il se passe le mot. C'est que dès qu'on arrive en France, on fait déjà le dossier, la demande d'aide médicale d'État. Ils sont traités par la Caisse et en même temps par l'État français. Et ensuite, dès qu'ils ont eu leur aide médicale d'État, la Caisse supporte presque 600 jours, 2 ans des fois, pour l'hébergement, la restauration. Et ces personnes ne veulent pas rentrer. Il faut prendre la décision d'arrêter. D'innovations qui ont été apportées par la nouvelle Madame le directeur général. C'est le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle. Je vous ai pris le cas de cette dame qui est partie avec un accompagnant, 30 000 euros, qui a 150 000 euros. 2 personnes. Elle partait avec un médecin aussi. Ça fait 3 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On contrôle les patients avant départ. Madame X, oui, vous allez partir vendredi et on visite les patients. C'est une patiente que je suis allé visiter. Et j'arrive, je dis, Madame, c'est vous qui êtes évacuée? Oui. Avec un accompagnant, oui, plus un médecin, elle était plus en forme que nous. Pourquoi continuer alors à traiter avec des prestataires si peu honnêtes à l'étranger? La CNAM-GS ne peut-elle pas travailler directement avec les hôpitaux de ces pays? Malheureusement, la Caisse aujourd'hui n'est pas affiliée directement avec les hôpitaux. Donc on passe par des prestataires qui, eux, sont l'intermédiaire entre la Caisse et les hôpitaux. Donc notre réflexion aujourd'hui, c'est comment faire pour être directement avec les hôpitaux. Face à tous ces abus, les nouveaux responsables ont décidé de corser davantage les conditions. Désormais, tout dossier d'évacuation à l'étranger doit passer par le tamis de 2 commissions. La première, appelée commission filtre, siège tous les samedis. Au terme des travaux, les dossiers sont transmis à la commission dite de passage qui, elle, se tient tous les lundis. Et c'est bien cette dernière que nous sommes autorisés à filmer, du moins en partie, au regard du respect du secret médical. Nous avons examiné 27 dossiers. 16 dossiers ont marqué l'accord de la commission. 5 dossiers ont été différés. Nous vont faire l'objet de réexamens plus approfondis. Et 6 dossiers n'ont pas reçu l'assentiment de la commission parce que nous estimons que pour la plupart, l'expertise locale existe et qu'ils peuvent avoir une bonne réponse sur place. Tout dossier d'évacuation sanitaire qui n'aura pas fait l'objet d'un staff de spécialité
ne passera pas. La commission est composée de plusieurs médecins aguerris, de plusieurs spécialités. Et donc, tous les dossiers sont passés au peigne fin. Mais avant de passer par la commission des évacuations, la demande doit d'abord remplir des critères précis. Lorsque nous recevons un usager, nous procédons d'abord au checklist de vérification. Dans les documents à fournir, il y a la demande du médecin traitant adressée au médecin conseiller de la CNAMGS. Il y a la copie du passeport en cours de validité. Il y a le compte rendu médical. Il y a la fiche dûment remplie à retirer à la CNAMGS. D'accord, une fiche de renseignement. Et lorsque les dossiers sont complètement vérifiés, ensuite nous accusons réception. Lorsqu'ils ont terminé ici, après accuser réception, que nous déposons à la direction générale, ensuite qui sera acheminé dans le processus pour le traitement du dossier. Parmi les 16 dossiers retenus pour l'évacuation, celui d'un enfant de 2 ans. Son père, étudiant, est venu aujourd'hui récupérer sa lettre de notification. Gabonais économiquement faible, son fils doit subir une intervention chirurgicale du cœur à l'étranger. Ici, au cabinet du médecin conseil, il suit la dernière étape d'un processus ayant pris du temps. Cette maladie remonte il y a de cela 2 ans déjà. Il est né avec une cardiopathie et il fallait qu'on l'évacue. C'est ce que le médecin nous disait. Pour un Gabonais économiquement faible, la possibilité, c'était uniquement la CNAMGS. C'est vrai que ce n'était pas automatique. Ça a pris quand même un certain temps. Je dirais 1 an, parce que même pour constituer le dossier, on a eu des difficultés. Je dirais en gros 1 semaine, oui, entre la date de dépôt et l'appel de la CNAMGS. Et la CNAMGS m'a appelé hier, le Maroc. Atteinte du cancer de la thyroïde, Amandine avait déposé sa demande d'évacuation il y a un peu plus de 4 mois. Ce matin, elle a été appelée pour compléter les éléments manquants. Hier, j'ai eu une intervention chirurgicale et à l'examination de la pièce, ils ont suspicion d'un cancer. Donc pour cela, j'ai suivi la procédure avec mon médecin endocrinologue qui m'a transféré au niveau de l'Institut de cancérologie selon la démarche qui est en vigueur. Et donc ça fait depuis février, mars, avril, mai et là nous sommes en juillet. Le dossier d'Amandine a finalement reçu l'avis favorable de la commission des évacuations, 2 semaines après l'avoir complété. L'autre difficulté en matière d'évacuation sanitaire, ce sont aussi les délais d'attente. En 2024, par exemple, 192 assurés en situation d'urgence ont dû attendre 7 mois. Or, d'après le médecin conseil, en moins de 2 semaines, un assuré peut être évacué. À l'issue de ces commissions, qu'est-ce qui se passe? Soit le dossier est accordé, et dans ce cas, l'assuré, on va dire dans la semaine ou dans les 2 semaines, est déployé à l'étranger. Vu les défis financiers importants que ces évacuations posent à la caisse, les responsables s'activent pour les limiter drastiquement. Et cela passe notamment par un programme d'équipement technique des structures hospitalières locales. Comment réduire les évacuations sanitaires? Je vous ai parlé de la radiothérapie. On remet l'Institut de cancérologie d'Akanda sur pied. C'est 0 francs pour la radiothérapie contre 12 milliards entre 2022 et 2024. On remet l'ICA sur pied, 0 francs. La chirurgie prothétique, c'est entre 3 et 4 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on fait? On disponibilise les prothèses, les médecins sont là. Ça va permettre, 1, on n'évacuera plus pour des prothèses. 2, on aura un plateau technique et la formation se fera ici. Mais sur le plan sous-régional aussi. Le Gabon sera un centre reconnu pour la chirurgie prothétique. Alors ça, c'est l'exemple d'une prothèse totale de hanche avec ces 4 box là. 4 box. Au Gabon, aujourd'hui, il y a un privé qui le faisait, venir. Il le faisait venir à, on va dire, 3 millions, 3,5 millions. La Caisse, dans cette mission de réduire de manière drastique le coût des évacuations sanitaires, on a réussi avec une compatriote à les disponibiliser à 1,8 million la prothèse totale. À l'heure où l'on parle aujourd'hui, nous avons déjà commandé à peu près pour une centaine de prothèses. Il y a à peu près 103
assurés en attente. Et pour les genoux, nous avons à peu près 89 en attente. Donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va commencer de manière officielle le retour à l'activité prothétique. 2024, 15 milliards de dépenses en évacuation sanitaire. Si on va dans cette dynamique, en réduisant déjà la radiothérapie, en remettant la radiothérapie sur pied, en 3 et 4 milliards. En mettant sur pied l'activité prothétique de manière pérenne, c'est 2 à 3 milliards. Mais les prestations sanitaires, ce n'est pas qu'à Libreville ou à l'étranger. Pour mieux étendre ses services à travers le pays, la CNAM-GS a mis en place des délégations provinciales. Parmi elles, celle de la province de l'Ogooué-Ivindo. Nous sommes ici dans le nord-est du Gabon, province la plus vaste en superficie. Elle est aussi celle qui présente le plus de difficultés en matière d'infrastructures, routières notamment. Construit il y a tout juste 9 ans, le siège de la délégation ici à Makokou, la capitale provinciale, présente déjà des signes de vétusté, ce qui complique le travail des employés, surtout en cas de pluie. On pense même déjà à déménager. Le siège, lors de la tournée du directeur général, durant la caravane médicale, elle s'est saisie de ça. Et donc, nous sommes à pied d'eux. Là également, dans les tout prochains jours, nous allons nous déplacer de ce siège de façon provisoire afin de pouvoir réhabiliter ce siège. Au-delà de la vétusté prématurée du siège, l'implantation de la CNAM-GS dans cette localité est un vrai soulagement pour les assurés économiquement faibles, dont les femmes enceintes, comme Honorine qui accouche dans quelques semaines. J'ai passé ce matin faire des visites. Pour les visites, la sage-femme m'a envoyé la CNAM-GS pour le certificat de grossesse. Le travail consiste à recevoir les malades le matin, tous les fonds, en particulier les économiquement faibles. Quand ils arrivent, on les reçoit, on fait les papiers, on les envoie à la caisse là-bas. Et c'est les caissiers qui les envoient dans les différents services. C'est le fonds 3 économiquement faible qu'on reçoit plus que les autres fonds. Ici, l'équipe d'une quinzaine d'agents croule sous le poids d'une charge de travail considérable. Entre le bureau et le terrain, à lui seul, un agent accomplit en réalité la tâche de 3 employés, faute de ressources humaines. Dans cet hôpital, par exemple, le plus grand de la province, ils ne sont que 2 agents de la CNAM-GS. À l'instar d'autres délégations provinciales de la CNAM-GS, celle de Makokou est elle aussi en but à des lenteurs administratives, du fait de la centralisation des décisions à Libreville, dont elle est pourtant séparée de plus de 600 km. Ce qui retarde le règlement des fournisseurs et autres prestataires qui n'hésitent parfois pas à suspendre leurs services. À ce jour, la décentralisation financière n'est pas totalement effective au niveau de toutes les délégations. D'ailleurs, elle n'est pas propre à la CNAM-GS au Ogooué-Ivindo. Donc il va falloir mettre des moyens pour nous permettre d'accompagner très rapidement nos partenaires. Autre difficulté pour la délégation provinciale de l'Ogooué-Ivindo, le recouvrement, surtout avec des entreprises qui ne jouent pas toujours franc jeu. Nous arrivons à recouvrer, mais pas dans notre entièreté, parce qu'il y a des structures qui sont implantées, certes à Ogooué-Ivindo, mais qui ont pour siège social à l'estuaire, et donc par moment, il arrive qu'ils ne nous règlent pas la totalité. Soit ils nous disent qu'ils ont réglé depuis Libreville, quand on vérifie, c'est pas vrai. Heureusement, toutes les entreprises ne sont pas des hors-la-loi. Aujourd'hui, Pascal est venu déclarer la sienne nouvellement créée. Il veut être à jour de ses cotisations CNAM-GS. Monsieur, vous allez partir à Finan. Vous allez vous payer le montant sur la liste, vous payer le montant. Après payer le montant, vous revenez, vous allez voir le comptable et au rez-de-chaussée, vous allez vous présenter la quittance finale. Après présenter la quittance, le comptable va vous sortir la quittance finale. C'est cette quittance que vous devez garder sur vous et lui va rester avec un exemplaire. Merci. Merci. Mon entreprise existe depuis, on va dire, 7 mois. Bon, là, je vais maintenant solutionner. Mon entreprise, surtout, c'est dans les BTP. Et, on va dire tous les documents qu'il faut. Donc la fiche circule. J'ai déclaré l'entreprise à la CNAM-GS, à la CNSS
J'ai mon compte bancaire, mon cachet. J'ai à mon sein 3 personnes en attendant d'obtenir des marchés. Le recouvrement, c'est le nerf même de l'activité de la CNAM-GS. La plupart des entreprises contournant toujours leur obligation de cotiser. Mais comment ces opérations d'immatriculation et de recouvrement se déroulent-elles? Nous immatriculons les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Les personnes physiques, il s'agit des assurés de la CNAM-GS qui finiront dans les hôpitaux et ainsi de suite. Et les personnes morales, il s'agit des entreprises qui cotisent, qui contribuent. Vous avez les assurés du secteur privé, du secteur public et les Gabonais économiquement faibles. Le système qui est le nôtre aujourd'hui veut que ce soit l'entreprise qui fasse la collecte et le reversement, non seulement de la part salariale, mais aussi de la part patronale. Chaque fin de trimestre, nous procédons à un appel à cotisation. Les entreprises immatriculées à la CNAM-GS sont tenues de venir déclarer les salaires de leurs collaborateurs, la part salariale et la part patronale. Il y a la déclaration et le paiement. Il y a le fonds des agents publics, dont le financement est également assuré sur le même principe. Vous avez la part de l'employeur et l'État. Vous avez la part de l'employeur, effectivement, et la part de l'État. Donc, ensuite, vous avez le fonds des Gabonais économiquement faibles, dont le financement repose sur la cotisation sociale, spéciale de solidarité, dont le recouvrement est assuré par la Direction générale des impôts. Et les reversements sont faits au niveau du Trésor, qui a la charge de reverser sur les comptes de la CNAM-GS. Quel est le rythme d'immatriculation des entreprises ici à la CNAM-GS? Depuis le début de l'année, par exemple, vous en avez déjà recensé combien? C'est bien de rappeler que jusqu'en 2015, le recouvrement de la CNAM-GS était effectué par la CNSS. Depuis 2015, le troisième trimestre 2015, la CNAM-GS, à travers cette direction, procède directement au recouvrement. Le fichier de base qu'utilisait la CNSS pour le recouvrement a été récupéré par la CNAM-GS tel quel. Sur une base de 25 000 entreprises dans ce fichier, naturellement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'existent plus, etc. Nous avons à peu près 7 527 entreprises actives qui jouent le jeu tous les trimestres. Donc, qui n'ont pas d'arriéré vis-à-vis de la CNAM-GS? Non, qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui déclarent, même si elles ne payent pas, mais elles font l'effort de déclarer, donc elles sont actives. Nous continuons effectivement à en immatriculer. Nous avons une moyenne de 500 à 700 par année, mais ce n'est rien devant les objectifs qui nous ont été assignés par la direction générale. Pour ce qui est du fonds du secteur privé, il y a des entreprises qui échappent encore à l'immatriculation et donc aux cotisations. Et même parmi celles déjà immatriculées, certaines ne respectent pas toujours les échéances de versement, ce qui accroît les dettes et leurs conséquences directes, les pénalités. Nous avons des entreprises qui nous doivent 219 milliards autour de là, dont 59 milliards en principal et près de 159 en pénalité. Là, nous avons aussi proposé une stratégie à la direction générale qui consiste en 2 points. Le premier, c'est d'abord l'audit de cette créance. Parce qu'effectivement, ce sont des créances qui datent de 2015 à aujourd'hui. Donc, il est important que nous fassions d'abord un audit de cette créance avant toute autre chose. C'est pourquoi, sur tout notre fichier, nous avons décidé d'identifier les entreprises qui représentent 80% de ces créances, lesquelles ont reçu ou reçoivent actuellement des états des sommes dues. Nous leur envoyons la situation de leur compte chez nous de manière détaillée. Malgré ces manquements, la CNAM-GS privilégie toujours une approche conciliante dans le règlement des contentieux avec les entreprises réfractaires. L'objectif étant de trouver un juste milieu. 3 formules d'abattement sur les pénalités. Une formule dite classique
Un cotisant qui vient payer tout de suite 30% de son principal pourrait bénéficier d'un abattement de 40% sur ses pénalités. La formule dite junior, si un cotisant vient payer 50% de son principal tout de suite, il peut bénéficier de 60% d'abattement sur ses pénalités. Et la formule dite Kevazingo dit que si un cotisant vient payer 100% tout de suite de son principal, pourrait bénéficier de 70 à 80% d'abattement sur ses pénalités. À minima, même si on reste dans la formule, dans l'hypothèse la plus basse, ça nous permettrait d'avoir entre 17 et 25 milliards cette année 2025. Pour mieux tracer les entreprises et autres cotisants qui échappent encore à son contrôle, la CNAM-GS sollicite désormais le concours d'autres administrations. Nous avons décidé de signer des partenariats avec les administrations sœurs, par exemple avec la Direction générale du travail, la CNSS, la Direction générale des impôts, la Direction générale des forêts, la Direction générale de l'amont pétrolier, la Direction générale de l'aval pétrolier, la Direction générale de l'ASEM, l'ANPI, à l'effet de solliciter leur base de données entreprises. L'idée pour nous est de nous assurer que toutes les entreprises qui sont dans ces bases de données sont bel et bien dans celles de la CNAM-GS. Les croisements sont en cours. Effectivement, nous identifions plusieurs entreprises qui ne sont pas dans notre base de données. Pour exemple, le croisement entre la CNSS et la CNAM-GS, ça fait apparaître 1900 entreprises qui cotisent bel et bien à la CNSS, mais qui ne sont pas à la CNAM-GS. Nous avons appelé l'ensemble des entreprises à l'effet de venir se faire immatriculer. Mais nous constatons que à peu près 30% ont répondu favorablement et de manière spontanée à cet appel. Pour inciter davantage ces entreprises à s'acquitter de leurs cotisations, la CNAM-GS travaille à simplifier les opérations d'immatriculation. Lancer une campagne d'immatriculation de masse. Cette campagne consiste à envoyer des collaborateurs sur le terrain et d'immatriculer sur place avec des tablettes et des imprimantes portables. Les gens iraient dans les marchés et un peu partout sur la rue. Il suffira de prendre la fiche circuit de l'entreprise, l'ORIB de l'entreprise, la pièce d'identité du gérant avec une signature tactile. L'entreprise est créée et vous êtes dans la base de données. Et que faites-vous des entreprises qui ne jouent pas le jeu? Vous parliez à l'instant des entreprises que vous avez découvertes à travers le fichier de la CNSS. Oui. Il n'y a à peine que 30% qui ont joué le jeu, les 70% restants. Qu'est-ce que vous en faites? Mais nous continuons de les relancer d'une part, et d'autre part, c'est des entreprises que nous comptons atteindre. Cette opération-là nous permettra aussi de ratisser le plus large possible. Donc pour les entreprises qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas payer, comment on fait? Une entreprise qui est en difficulté, qui ne peut pas payer le montant, l'entièreté de sa créance peut solliciter des moratoires. Si vous devez à la CNAM-GS 5-10 millions, la loi vous permet de signer un moratoire sur ces dettes payées en maximum 36 échéances. Mais c'est conditionné par le paiement de 30% du principal, du montant principal. Vous parlez beaucoup de 2015. De 2015 jusqu'ici, comment ce recouvrement a-t-il évolué? Est-ce qu'il y a eu des améliorations En 2015, nous avions une moyenne de recouvrement de 6 milliards. Et nous sommes passés entre 2019 et 2020 à 9 milliards par là. Et depuis 2024, nous sommes environ à 11 milliards trimestriels. C'est dû à quoi cette amélioration-là? Alors, c'est dû à une maîtrise plus poussée de l'activité et l'analyse des comptes par nos gestionnaires, aux relances, au contrôle employeur que nous faisons sur le terrain. Ces performances du recouvrement ne suffisent pas à assurer à elles seules un fonctionnement optimal de la CNAM-GS au regard de l'immensité des besoins et de la faiblesse de l'assiette des cotisants, surtout avec la dette de l'État, dont le règlement n'est pas toujours à la hauteur des enjeux.
Sur 27 milliards de francs CFA dus depuis 2015 à la Caisse, l'État n'a pu solder que 2 milliards en 2024. À cela s'ajoute celle de la FEG. Le fonctionnement de la Caisse repose sur l'efficacité, l'efficience du recouvrement. Le recouvrement est issu du secteur privé avec la Fédération des entreprises gabonaises, dont la dette est actuellement évaluée à 76 milliards. 76 milliards non recouvrés. Et pour ce qui concerne l'État, on est un peu plus à 27 milliards. Je dois souligner que sur instruction du chef de l'État, l'État a fait des efforts considérables pour pouvoir apurer progressivement sa dette. Et le montant que je vous annonce aujourd'hui résulte donc de ces efforts qui ont été constants. Donc ce sont ces difficultés de recouvrement qui plombent le fonctionnement de la CNAMGS. Quel est le langage que vous tenez par exemple avec la FEG, du moins pour les 76 milliards? Comment les recouvrer? Nous sommes en discussion et j'espère que dans les prochains jours, nos discussions vont évoluer dans le sens de la résolution pour que la CNAMGS dispose enfin de moyens qui lui permettront de faire face à l'accroissement constant des assurés. Pourquoi les dettes de l'État et de la FEG s'accroissent-elles sans règlement conséquent? Comment faire pour les apurer? Quel mode de fonctionnement viable et quelle perspective pour la CNAMGS? Où en est-on avec la proposition d'une gestion de la Caisse par la FEG? Quelles innovations devrait-elle apporter? Dossier apparemment sensible, la Fédération des entreprises gabonaises n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Au ministère des Affaires sociales, on préfère plutôt nuancer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au ministère des Affaires Merci. sociales. La Fédération des entreprises du Gabon est membre du conseil d'administration de la CNAMGS. Tout comme le gouvernement, la FEG est soucieuse du bon fonctionnement de la CNAMGS. Elle est engagée avec l'État dans un processus de retour, on va dire, à l'ordre financier et au paiement régulier des prestations. 18 ans après, nous pouvons aisément dire que la CNAMGS continue d'assumer ses missions malgré les nombreux défis auxquels elle peut être confrontée aujourd'hui. Les enjeux sont énormes, les difficultés également. D'ailleurs, la CNAMGS se heurte à plusieurs difficultés d'ordre structurel et fonctionnel. Quelle est la part de l'État justement dans les difficultés de la Caisse? Si vous voulez, la dette de l'État qui peut en partie freiner le fonctionnement de la Caisse CNAMGS aujourd'hui. Il est vrai que de nombreuses plaintes subsistent en ce qui concerne les prestations donc, qui sont rendues aux populations, y compris les préoccupations liées au non-paiement des dettes vis-à-vis des hôpitaux, des pharmacies et des autres prestataires de santé. Mais il faut reconnaître que la CNAMGS, le gouvernement aujourd'hui hérite d'un passif énorme. Toujours est-il que ces créances importantes ne sont pas sans conséquences pour une caisse dont 70% d'assurés sont des Gabonais économiquement faibles, donc incapables de cotiser. À l'exception des personnes vivant avec un handicap qui passent encore à la caisse, depuis 10 ans, la CNAMGS ne parvient plus à assurer les autres prestations sociales. Les prestations sociales, c'est uniquement les prestations offertes aux Gabonais au statut attribué de Gabonais économiquement faibles. Donc, les textes en vigueur ont retenu pour ce type 5 cibles. Donc, la première, c'est celle qui concerne les personnes vivant avec un handicap. La deuxième, c'est les personnes âgées de plus de 60 ans. La troisième, ce sont les jeunes filles mères de moins de 45 ans. La quatrième, ce sont les jeunes en difficulté sociale. Et la cinquième, ce sont les conjoints survivants sans ressources.
des personnes vivant avec un handicap. Nous avons régulièrement des subventions qui nous sont données chaque année. Mais malheureusement, depuis plus de 10 ans, les 4 autres n'ont pas bénéficié de ces subventions. Donc depuis 2015, il faut le rappeler, aucune subvention n'est arrivée. La dernière dotation donc, date de 2024 concernant la cible des personnes vivant avec un handicap socialement. Et ne pas pouvoir disposer de moyens pour venir en aide à cette frange de la population, vous comprenez que c'est un peu difficile pour nous. Cette frange de la population, ce sont les Gabonais économiquement faibles. Mais qui est Gabonais économiquement faible? Ce sont les personnes dont les revenus sont inférieurs au SMIC, mais à l'intérieur, vous avez les étudiants, vous avez les réfugiés et vous avez les hommes d'église et autres. À terme, effectivement, nous travaillons pour éclater plus ou moins ce fonds. Il est très volumineux et les dépenses de ce fonds sont très élevées. On est en train de tendre vers ce qu'on appelait le fonds 4. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont des revenus intermédiaires, il y a des commerçants, il y a des coiffeurs, il y a les notaires. Il y a plusieurs catégories de personnes, effectivement, qui n'ont pas leur place aujourd'hui dans les Gabonais économiquement faibles. Actuellement, la CNAMGS a 1 400 000 assurés. Sur les 1 400 000 assurés, il y en a 900 000 Gabonais économiquement faibles. Il y a déjà une problématique majeure qui doit être levée. La problématique majeure, c'est que l'affectation des ressources doit correspondre aux besoins essentiels des Gabonais. Le fichier étant vicié, le président de la République, le chef de l'État, nous a instruit dans un très très court terme de pouvoir d'abord assainir le fichier des Gabonais économiquement faibles. Vous vous êtes fixé quelle échéance? Le travail que vous faites actuellement, le travail de recensement, d'actualisation du fichier, vous estimez que ces Gabonais, du moins les Gabonais économiquement faibles, pourront passer à la caisse à partir de quelle année, quel mois? Pour qu'ils passent à la caisse, il faut une inscription budgétaire. C'est pas la CNAMGS. Là encore, ça dépendra de... C'est pas la CNAMGS qui fait l'inscription budgétaire. Outre la situation financière, les difficultés de la CNAMGS sont aussi imputables à des problèmes de gestion de certains directeurs qui se sont succédés ces dernières années à la tête de la structure. Le plus connu est sans doute Michel Mboussou, qui a dirigé la caisse de 2009 à 2017. Jusqu'ici, il est le seul directeur à être resté aussi longtemps à ce poste. C'est d'ailleurs à lui qu'on attribue l'essentiel des réalisations et autres réformes de la CNAMGS. En off, il explique avoir laissé dans les comptes de la caisse 28 milliards de francs CFA au total, dont 24 en DAT, dépôt à terme, c'est-à-dire un compte bloqué, et 4 milliards en compte courant. Un rapport de la Cour des comptes en fait d'ailleurs foi. Mais nous ne sommes pas autorisés à zoomer le détail de ces pages. Nous avons alors sollicité de la Cour des comptes la mise à disposition du document pour consultation. Sans suite. Le successeur de Michel Mboussou, Renaud Alogo Akoué, lui, a été condamné en 2022 à 8 ans pour détournement des fonds publics et blanchiment des capitaux. Il est finalement sorti de prison en septembre 2023. Contacté, l'intéressé qui dit être encore sous le choc de cette aventure judiciaire n'a pas souhaité s'exprimer. Mais en coulisses, un des agents sous anonymat nous explique les recrutements extraordinaires qu'il a effectués en si peu de temps. On est parti d'un effectif de 522 employés en 2017 quand Mboussou partait, à quasiment 1000 employés en 2020. Donc en 2 ans, il a fait le double, il a recruté quasiment le double de ce que Mboussou avait fait. Le successeur de Renaud, lui non plus, n'aurait pas été un exemple. Au contraire, certaines de ces réformes vont favoriser des surfacturations de la part de certains prestataires. Il est venu vraiment plomber les efforts que les autres ont fait derrière. Quand il vient parler des dépenses de santé, pour lui, c'est le budget de fonctionnement qu'il veut aménager. Or, en aménageant le budget de fonctionnement, par exemple, pour la DCMLF, il a suspendu le contrat de plusieurs médecins qui étaient là pour le contrôle médical. Parce qu'on s'est rendu compte que sans contrôle, les gars prescrivent plus qu'il n'y a personne pour aller vérifier ce qui est fait. Quelqu'un va dire, par exemple, pour un traitement de palu, c'est 3 jours. Or, le médecin va demander 7. Les 4 autres jours, on les facture, mais il n'y a eu personne là.
Ça, c'était des exemples. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour aller vérifier. Et quand on faisait des contrôles inopinés, quand vous arrivez, vous demandez par exemple le cas le plus patent, c'est les patients chez Dr Ondo, à la clinique Ondo à Cité Damas. Le traitement, par exemple, quand quelqu'un vient en hospitalisation pour drépanocytose, c'est 7 jours. Mais il va nous facturer par exemple 10 patients, 10 jours, alors qu'il n'y a que 1 ou 2 qui sont passés. Outre ces problèmes de gestion pour son fonctionnement optimal, la CNAM-GS dispose d'un outil technique qui constitue en réalité le système nerveux de toute son activité. C'est la direction des systèmes d'information sans laquelle aucune feuille de consultation, aucune carte d'assuré ou aucune digitalisation ne serait possible. La direction des systèmes d'information, DSI, met en œuvre et pilote la stratégie numérique au sein de la CNAM-GS. Elle joue le rôle de conseil, elle conçoit et met en application les projets de digitalisation et de gestion de l'information en interne. Donc la DSI assure également le traitement des données liées aux assurés des différents fonds. Elle maintient les outils informatiques, accompagne l'évolution technologique de l'institution. Pour mener à bien ces actions, la DSI est structurée autour de 4 services, à savoir le service exploitation, études et développement, qui est responsable de tout ce qui est application, métier, plateforme numérique et tout ce qui concerne les outils de gestion en interne. Nous avons le service réseau et télécom qui est garant de l'infrastructure numérique au sein de la CNAM-GS et qui héberge tout ce qui est application et base de données, d'accord, liées où on retrouve les données des assurés et toutes les applications et autres. Nous avons également le service production qui est responsable de la production des cartes, d'accord, des assurés des différents fonds. Et le 4e service, c'est le service support aux utilisateurs qui est là pour prêter main forte et assistance à chaque fois qu'il y a des soucis de maintenance ou des problèmes liés aux pannes, donc que ce soit en interne ou encore au sein de nos structures partenaires avec lesquelles nous... Chaque service est un maillon sur lequel toute la chaîne s'effondrerait, comme ici. Le service est en charge de gérer les applications de la CNAM-GS et les bases de données associées à ces applications-là. Ici, quand on pense à toutes les applications, quand vous voyez l'enrôlement de l'assuré, la délivrance éducateur, les portails en ligne, c'est ces services-là qui s'occupent de la création de ces outils-là avant de les vulgariser au grand public. C'est également au sein de la direction des systèmes d'information qu'on produit les cartes des assurés. Le service production-identification est chargé de la production des cartes de santé des assurés et des affections à longue durée. L'affection à longue durée, c'est une carte qui est produite pour les assurés qui ont des pathologies telles que le cancer, le diabète et l'hypertension. Elle donne accès à une autre réduction. L'établissement d'une carte commence par l'immatriculation dans les délégations. L'assuré se rapproche de la CNAM-GS qui les matricule. Ensuite, les dossiers sont transmis via un système dont le traitement est fait en back-office et le même système nous transmet les cartes électroniquement, les dossiers électroniquement pour que nous puissions les produire. Maxi, 1 mois, 2 mois. Le traitement de la production de la carte commence par ce système qu'on appelle Vision Plus. Et ensuite, après le traitement, nous nous dirigeons vers ici pour la personnalisation de la carte de santé. Et nous avons ces résultats après impression. Ici, nous avons ceci. Ici, vous avez la carte des Gabonais économiquement faibles, la carte du secteur privé et la carte du secteur public. Ce sont les 3 fonds que nous produisons ici. Je demande aux assurés de se rapprocher des délégations. Nous avons beaucoup de cartes en attente de distribution dans les délégations.
Après 18 ans d'expérience parfois en dents de scie, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale semble désormais montrer des signes de faiblesse qui questionnent même son avenir. Va-t-elle un jour s'arrêter, faute de moyens pouvant lui permettre de jouer pleinement son rôle d'amortisseur des coûts de santé hors de portée et d'instrument de solidarité nationale au Gabon? Jusqu'où peut-elle encore tenir entre les besoins de prestations de plus en plus importants, des budgets aussi dérisoires, une assiette des cotisations pas assez large et des créances à peine recouvrées? À l'évidence, la CNAM-GS est désormais à la croisée des chemins et sa mort ou sa survie dépendent de 2 facteurs essentiels. Une réelle volonté politique avec l'apurement des dettes de l'État et des entreprises et une vraie révolution de son mode de gestion.